Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de ce qu'on appelle l'espace innovation. Donc l'espace innovation, ça traduit vraiment de la collaboration entre Cooperators, ma compagnie pour laquelle je travaille, et l'UQAC. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la présentation? On va faire une petite introduction. Je vais vous présenter c'est quoi Cooperators, c'est quoi une compagnie d'assurance. Je vais vous parler du département d'intelligence d'affaires, bien sûr, chez Cooperators. Ensuite, on va parler de l'équipe spécifiquement de recherche et d'innovation analytique, donc l'équipe dans laquelle je travaille. Je vais vous montrer quelques exemples concrets, en fait, de c'est quoi la science des données dans une compagnie d'assurance et puis plus particulièrement dans le département de recherche et d'innovation. On parlera des partenariats, quelque chose de très important, puis je finirai à la fin par l'espace innovation. Alors, une petite introduction, je vais vous présenter je suis qui. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes autour de l'appel qui me connaissent déjà. Donc, je suis chargé de cours en statistique principalement à l'UQAC au département. J'enseigne le cours de statistique pour les données de masse et j'ai enseigné aussi le cours de visualisation et d'interface. Puis très récemment, j'ai aussi fait un autre cours, c'est un cours de statistique de méthode quantitative pour les psychologues. Et ça, c'est un très beau défi que j'ai accepté cette session, de passer de vous, qui sont des gens plus en sciences des données, vers des psychologues. Et c'est tout un défi pour moi, cette session. Ce que je vais essayer de vous, de vous amener mes objectifs à travers cette rencontre-là, c'est de vous faire un peu découvrir c'est quoi Cooperators, c'est quoi une compagnie d'assurance, puis surtout pourquoi on a mis en place un espace d'innovation au département. Et je veux vraiment que vous allez voir à travers le cheminement de la présentation, vous faire comprendre pourquoi on a pris cette décision-là et pourquoi on a investi justement au département avec ça. Alors, Cooperators, c'est quoi? Donc ça, vous avez le logo de Cooperators qui vient juste de changer d'ailleurs, c'est notre nouveau logo. C'est avant tout une coopérative. Donc c'est une coopérative d'assurance. C'est probablement une des choses qui nous démarque peut-être de nos principaux, rivales, qui sont des entreprises. Donc nous, on est une coopérative. Coopérative, je vous ai mis ici, c'est quoi les 7 principes fondamentaux en fait d'une coopérative? Le premier, c'est l'adhésion volontaire et ouverte à tous. Le pouvoir démocratique exercé par les membres, participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, la formation et l'information, coopération entre les coopératives, puis engagement vers la communauté. Fait que moi, bien sûr, cette valeur-là, la 7, puis la valeur d'éducation, formation et information, vous allez voir ces 2 valeurs-là surtout qu'on prône, puis vous allez voir comment ça transparaît. Alors, notre histoire, fait Coop, ça a été créé comment? En fait, c'est dans les années, donc milieu du XXe siècle. Suite à la Grande Dépression, en fait, il y a des agriculteurs qui se sont mis ensemble pour justement essayer de bâtir leur avenir financier. Puis, à cause de la Grande Dépression, comme ils avaient perdu la majorité de leurs actifs, de leurs économies, de leur assurance vie, ils ont décidé de se mettre ensemble, en fait, pour vraiment fonder comme une coopérative d'assurance, et qui s'appelait au départ la donc Cooperative Life Insurance Company. C'était en Saskatchewan. Bien évidemment, il y a beaucoup de fermes là-bas. C'est d'ailleurs quelque chose qui est resté dans notre histoire. Vous allez voir, on assure beaucoup de fermes à travers le Canada. Donc, ça a débuté comme ça en 1945, des agriculteurs qui se sont mis ensemble et qui ont bâti leur propre coopérative d'assurance. Fait que pour eux, c'était vraiment la solution en fait pour assurer la sécurité financière des assurés dans les bons comme dans les mauvais moments. Puis je vais vous en parler justement un peu plus tard, comment on assure les gens même dans les mauvais moments. Alors, c'est quoi la mission de Cooperators? La mission de Cooperators, c'est la sécurité financière des Canadiens et de leur collectivité. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on a au centre, je vais dire, de nos actions au quotidien. C'est qu'on veut assurer la sécurité financière à l'ensemble des Canadiens et de leur collectivité. Ça se traduit par quoi? Bien, on a 5000 environ, probablement que c'est un peu plus haut maintenant. On a environ 5350 employés donc, à travers le Canada. Donc, Cooperators, c'est une coopérative canadienne. On est dans la plupart des provinces. Par rapport à l'intelligence d'affaires, c'est principalement au Québec et en Ontario. Puis, on a quelques employés un petit peu partout, sinon au Canada. Dans la province de Québec, on a Montréal principalement, Québec, la ville de Québec, puis depuis très récemment maintenant à Chicoutimi avec notre nouveau bureau là-bas.
Qu'est-ce qu'on assure? On assure des fermes, je vous l'ai dit, donc 40 000 fermes, on assure 306 000 entreprises, on assure des maisons, on assure des véhicules. Culturellement, je pense que Cooperators, ce n'est pas très, très connu au Québec. C'est majoritairement en Ontario, je vous dirais, les maisons et les véhicules. Sinon, à travers le Canada, c'est beaucoup les fermes et les entreprises qu'on assure. Alors, maintenant, ce que je veux vous parler un petit peu, c'est qu'est-ce que ça fait, en fait, le département d'intelligence d'affaires chez Cooperators. Parce que je sais que vous apprenez dans vos cours, hein, vous avez des cours pour certains, ceux qui sont au bac en sciences des données, ou même si vous prenez ce cours-là, vous avez des cours d'intelligence d'affaires. Et je vais vous parler un petit peu de à quoi ça ressemble chez Cooperators. Donc, dans le fond, notre département, nous, notre grand département d'intelligence d'affaires, on a environ 250. Dans notre département d'intelligence d'affaires, ce qui nous permet, en fait, il permet à Cooperators de prendre des décisions, bien évidemment, grâce à des techniques scientifiques et analytiques de pointe. Donc, ça, c'est vraiment la mission du BI. À quoi ça ressemble? Vous voyez, là, 180 employés, ça date de l'année dernière, la présentation. Aujourd'hui, on est plus à 250 employés dans 5 bureaux principaux. Donc, je vous l'ai dit, il y en a comme 3 au Québec, puis 2 en Ontario. Notre vice-président, donc le vice-président du département d'intelligence d'affaires, lui, il relève directement du chef des opérations. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a certaines compagnies où le BI est comme inclus, par exemple, dans le département des TI. Chez Coop, c'est différent. C'est vraiment distinct. On a le département des TI, puis on a vraiment le département du BI, et lui relève directement du chef des opérations. Puis, bien évidemment, on travaille beaucoup en collaboration avec nos partenaires d'affaires. Donc, nos principaux partenaires d'affaires, c'est les départements d'actuariat. Donc, l'actuariat, c'est eux autres qui gèrent toute l'assurance, bien évidemment, des fermes commerciales, auto et maisons. Alors, j'ai essayé ici de vous schématiser un peu, il y a quoi comme équipe au BI. Donc, je vous l'ai dit, 250 personnes, c'est gros. Vous vous doutez que ce n'est pas une seule et même équipe. Donc, je veux vous amener de manière générale un peu, c'est quoi les différents types d'équipes qu'il y a. On a une première grande famille qui est tout ce qui est solutions d'intelligence d'affaires. Une deuxième, expérience utilisateur, recherche et innovation analytique, analytique d'affaires, puis sciences de la mesure. C'est comme les grands 5 axes qu'il y a dans toute la grande famille du BI. Alors, un peu plus en détail, à quoi ça ressemble. Donc, les départements en fait, de solutions d'intelligence d'affaires, c'est beaucoup du développement, puis de la mise en production de solutions. Ils gèrent des projets et ils conçoivent des solutions. Donc, c'est vraiment des départements qui vont supporter, je veux dire, le day-to-day de nos partenaires d'affaires. Par exemple, dans le département de réclamation. Donc, vous savez, réclamation, c'est quand vous avez un accident avec votre auto, vous prenez le téléphone, vous appelez votre compagnie d'assurance afin de faire une réclamation. Et là, il y a un agent en arrière, bien évidemment, qui va s'occuper de vous avec le remboursement et tout ça. Mais nous, au BI, on va les supporter, par exemple, dans des projets d'amélioration, amener un nouvel indicateur, essayer de leur faire gagner du temps. Fait qu'on va aller vraiment utiliser les données qu'on a, on va aller faire des modèles, bien évidemment, par-dessus, pour aller aider justement nos partenaires. Donc, eux autres s'occupent vraiment du parti développement, puis mise en production aussi. Expérience utilisateur, c'est un département assez important. Ils essayent vraiment leur mission, c'est de renforcer l'expérience utilisateur. Donc, expérience utilisateur au sens large de toute solution analytique. On a beaucoup de solutions analytiques, bien sûr, à l'interne, que ce soit des tableaux de bord, que ce soit des visualisations, des rapports. Fait que toute forme, en fait, de storytelling, c'est vraiment ça, toute forme d'analyse où on raconte quelque chose, où on prend une décision avec. Ce département-là, ils ont comme responsabilité de s'assurer qu'on le fait bien, qu'on le fait correctement et de la meilleure façon possible. L'équipe de recherche et d'innovation analytique fait que ça, moi, je suis dans cette équipe-là. Fait que nous, c'est un petit peu différent. En fait, on fait des projets vraiment pour le futur. Donc, le but, c'est vraiment, notre mission, en fait, c'est d'amener des nouvelles solutions pour l'organisation d'un plus à long terme. Fait que, je ne sais pas, d'ici 3-5 ans, s'il y a quelque chose qui serait novateur, essayer de commencer à le développer dès maintenant pour justement ensuite le transférer à nos partenaires d'affaires. Donc, les types de profils dans nos équipes sont quand même différents. C'est des gens très techniques, forcément. C'est beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc, on a plusieurs projets en lien avec ça. Et dans cette équipe-là aussi, on a la responsabilité des partenariats académiques. C'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Je vais vous en parler un peu plus en détail après. Analytique d'affaires, maintenant, c'est vraiment toute la partie
je vais essayer de résumer, mais administrative. Puis je sais qu'il y en a chez Coop qui n'aimeraient pas ce mot-là, mais c'est bien beau de faire de l'analytique, là, mais on veut s'assurer de bien le faire. Et qu'en fait, on a vraiment un centre d'excellence déjà pour la gestion des données, pour comment faire des modèles prédictifs. On écrit beaucoup de guidance, fait qu'on a beaucoup de guidance à l'interne pour dire comment faire de l'analytique, comment faire du machine learning. Fait qu'on veut s'assurer vraiment que les gens font les choses de la bonne façon. Fait que c'est eux un peu qui créent, je veux dire, les lois et les structures autour de tout ce qui est intelligence d'affaires. Et le dernier, c'est sciences de la mesure. Donc, eux, leur objectif, c'est vraiment de définir en fait des métriques, puis de les garder pérennes dans le temps. Donc, vous le savez, vous analysez des données, là, toutes les gens autour de l'appel, vous savez c'est quoi analyser des données. Ça reste que des fois, quand on a un objectif, on va définir une mesure pour répondre à l'objectif. Ça se peut que vous ou votre collègue à côté ne va pas le faire de la même façon. Fait que le but de cette direction-là, c'est vraiment de créer des métriques, puis de s'assurer qu'elles sont toujours utilisées de la même façon. On appelle ça des métriques OVOT pour One Version of the Truth. Fait qu'on veut s'assurer que ces métriques-là, il y a juste une version de la vérité. Fait que si on veut mesurer quelque chose, on va utiliser une seule et même métrique. On ne va pas en utiliser d'autres. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Non? Parfait. Je viens voir de temps en temps, juste m'assurer que vous m'entendez encore. Ça m'arrive des fois pendant les cours que je parle tout seul pendant 10 minutes, puis que finalement, plus personne m'entend. Alors, maintenant, je vais vous parler en détail de mon équipe à moi, bien évidemment. Donc, l'équipe de recherche et d'innovation analytique. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, notre mission, c'est vraiment de positionner l'organisation en fait en tant que leader en termes de sciences. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on développe, on appelle ça des capacités de recherche ou des capacités scientifiques. Et en fait, on développe bien sûr des capacités scientifiques que l'organisation va avoir besoin pour être successful dans le futur. Comment on fait ça pour développer des capacités de recherche? Donc, je vous ai mis ici, ça c'est notre ADN. Donc, vraiment, dans notre équipe de recherche, on travaille de cette façon-là. Notre ADN est divisé en 3 parties. Une première partie, on identifie une capacité de recherche. Deuxième partie, on fait la recherche sur la capacité de recherche. Puis, troisième partie, on transfère. Donc, je vais essayer de vous faire la petite histoire. Mettons pour une nouvelle capacité de recherche. Et dans cette première partie, c'est qu'on a vraiment des gens en fait dans l'équipe qui sont spécialisés seulement dans la partie identifiée. Fait qu'ils regardent vraiment qu'est-ce qui se fait dans l'industrie, qu'est-ce qui se fait dans les autres domaines. Ils restent bien évidemment au courant de toutes les nouvelles techniques scientifiques, que ce soit en sciences de données par exemple, ou en informatique. Puis s'ils voient qu'il y a quelque chose qui aurait une opportunité pour Coop dans le futur, donc là, ils viennent identifier en fait la capacité de recherche. Ensuite, on doit la définir. Donc, on doit vérifier, OK, oui, on a une belle capacité. Je prends un exemple, par exemple, l'informatique quantique. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, on peut vraiment appliquer ça encore. Fait que là, en tout cas, chez Coop, peut-être dans d'autres organisations, mais nous, on n'est pas encore rendu là. Dans la partie Define, le but, c'est vraiment d'aller dire, OK, maintenant qu'on a cette capacité-là, où est-ce qu'on pourrait réellement l'implanter dans le futur? Donc, on essaie vraiment de trouver un alignement avec nos partenaires business. Dans une troisième partie, on la priorise, bien sûr, parce que vous vous doutez que des nouvelles idées, il y en a plein canons, mais on ne peut pas toutes les faire. Fait qu'on n'a pas le choix de prioriser les nouvelles idées. Puis une fois qu'elles sont priorisées, là, elles passent vraiment dans la deuxième grande partie, qui est probablement la plus longue, qui est l'étape de recherche. C'est que c'est bien beau d'avoir identifié une nouvelle façon de faire, mais il faut l'exécuter maintenant, il faut la développer. Donc là, on rentre dans toute la partie où on développe la recherche autour de cette capacité. Première étape, on clarifie, parce qu'on avait une idée vague, mais on va quand même essayer de définir très clairement c'est quoi qu'on veut faire. Une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'on veut faire, on fait vraiment toute la partie recherche autour. Donc, c'est là où il y a beaucoup de monde qui travaille, bien évidemment. Bon, on va extraire des données, puis on analyse les données. C'est que là, toute la partie sciences de données apparaît là-dedans. Une dernière partie qui est de documentation, probablement celle que les gens préfèrent la moins, mais qu'on n'a pas le choix. Il faut aller documenter qu'est-ce qu'on a fait. Parce qu'une capacité, je vous l'ai dit, c'est pour le futur. Mais ça se peut que rendu à cette étape-là, on se dise, ben, c'était le fun, mais clairement, on n'est pas prêt à implémenter ça dans 2 ans. Mais on le documente quand même et en fait, on veut le garder. Parce que peut-être que dans 5 ans, on sera prêt. Fait que le but de cette étape-là, c'est vraiment de documenter la valeur que ça pourrait apporter à l'organisation, les limitations, puis qu'est-ce qu'on fait derrière. Puis la réponse peut être autant positive que négative, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir fait le travail et de le documenter. Puis la dernière, qui n'est pas la moindre, moi c'est probablement ma partie préférée, c'est la partie de transfert. C'est qu'une fois qu'on a développé une capacité de recherche, puis vous savez c'est quoi la recherche?
c'est le fun, mais il va falloir que les gens l'utilisent. Bon, pour que les gens l'utilisent, il faut qu'on leur transfère en fait à nos partenaires. Donc, dans cette partie-là, ce qu'on fait, c'est que première étape, on vient socialiser en fait la capacité. Donc, on va présenter, on a plusieurs gouvernances, on va présenter la capacité de recherche à plein de gens de l'organisation. Puis là, on leur demande de lever la main. Qui c'est qui est intéressé? Quand on a déjà intéressé, ben là, nous, on priorise, on essaie de les mettre ensemble. Et là, on a vraiment notre équipe. On sait avec qui on va travailler pour transférer la capacité. Puis, ce qu'on fait, on vient vraiment transférer en fait la capacité de recherche à l'équipe qui va la recevoir. Fait que nous, on leur donne, eux, ils la reçoivent et on travaille vraiment main dans la main. Le but ici, c'est de s'assurer que les gens vont la voir, vont la comprendre, vont la maîtriser quasiment autant que nous. Nous, on va rester un support, bien évidemment, pour les aider dans le futur s'ils ont des besoins, mais il faut que les autres la maîtrisent, la capacité de recherche, parce que c'est eux ensuite qui vont l'implémenter dans leurs équipes. Puis la dernière partie qui n'est jamais à négliger, c'est toute la partie de support dans le temps. Bien évidemment, ça se peut qu'un an, 2 ans après qu'on ait fait du transfert, les gens aient des questions. Donc, il faut être capable de supporter dans le futur. Et voilà à quoi ça ressemble dans notre équipe, ce sur le quoi, comment on travaille. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets en fait, de sciences des données en assurance. Je vais vous donner des exemples en tarification, en modélisation du risque et en besoin d'affaires. Mais juste ça, c'est les grandes idées un peu d'où ils viennent un peu les problématiques de la science des données. Juste rapidement, c'est quoi la tarification? Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'assurance, la tarification, c'est, par exemple, on prend, moi et Justine, on achète la même auto, on veut faire assurer la même auto. Forcément, on ne va pas payer le même prix. La police d'assurance ne va pas coûter la même chose. Bon, déjà, probablement, ça ne va pas coûter la même chose parce que Justine, tu es une femme, fait que ça va coûter moins cher pour toi que pour moi. Parce qu'un homme, c'est toujours plus à risque qu'une femme par rapport aux accidents. Ensuite de ça, on n'habite pas dans la même région. Moi, j'habite à Québec, toi, tu habites dans la région du Saguenay. Fait que forcément, aussi, le prix de l'assurance ne sera pas le même. Fait que la tarification, c'est ça, c'est quand on a une nouvelle police d'assurance, à combien on la tarifie pour s'assurer que ce soit rentable pour la compagnie d'assurance. C'est vraiment ça. Puis comment on détermine ça? On modélise le risque. C'est pas compliqué. On modélise, c'est quoi le risque de Justine à faire un accident? C'est quoi mon risque à moi de faire un accident? Parce que comment une compagnie d'assurance fait de l'argent? C'est pas compliqué, vous le savez. C'est que, mettons, si la police d'assurance coûte 1000 pièces par an, elle accumule 1000 pièces à chaque année. Et ce qu'on veut, c'est que des accidents, ça va arriver. Il y a des chances que ça arrive. Mais quand ça arrive, mettons sur un horizon de temps assez long, on veut que quand ça arrive, le montant à verser va être moindre que la partie qu'on a récupérée en prix de la police d'assurance. Donc ça, c'est les deux grands axes où on peut avoir la science des données. En tarification, c'est beaucoup de modélisation. Et en modélisation du risque aussi, c'est de la modélisation. Et le dernier, c'est des besoins d'affaires, bien sûr. Et on peut avoir des besoins d'affaires de toutes sortes de partenaires d'affaires qui ont besoin de faire ci ou ça. Puis, on peut les aider avec la science des données. Donc, dans les exemples concrets, un premier, c'est sur le coût de reconstruction. Donc ça, c'est un problème qui va vous plaire, c'est de l'analyse d'image. En fait, ce qu'on fait, c'est que il y a certains agents où on est, en fait, quand on assure une maison, on doit estimer le coût de reconstruction de la maison. Parce que si jamais il y a un dégât total, la compagnie d'assurance, il va falloir qu'elle paye le coût de reconstruction de la maison. Donc, pour ça, habituellement, vous savez, quand vous appelez une compagnie d'assurance, elle vous pose plein de questions. À quoi ça ressemble, votre maison, elle est faite en quoi, bon, ceci, cela. Et en fait, dans l'équipe de recherche, ce qu'on a développé, c'est un modèle en fait, de reconnaissance d'image, comme ici, vous voyez, là, avec des images Google Maps, pour vraiment aller détecter les différents éléments de la maison, puis estimer en fait, le coût de reconstruction de la maison plus rapidement, bien évidemment, et à moindre coût. Parce que ce qui se passait en réalité, c'est que oui, on vous pose des questions, mais il y a des agents qui vont faire des vérifications aussi, des fois sur place. Fait qu'au hasard, on va faire une vérification par rapport au coût de reconstruction de la maison, par rapport à l'état des matériaux, puis tout ça. Donc là, le but de ce modèle-là, c'était vraiment de le faire plus rapidement, puis d'avoir cette information-là. Puis ce que ça peut aider aussi, c'est la priorisation des inspections. Parce qu'on va inspecter, bien évidemment, des fois des maisons, et ça peut nous aider rapidement à prioriser ces inspections. Et ça, c'est un des types de modèles qu'on a fait. Aujourd'hui, on essaie de pousser beaucoup plus loin ce modèle-là, pas juste par rapport au coût de reconstruction, mais par rapport aussi aux caractéristiques. Par exemple, est-ce que vous avez un garage, oui ou non? Est-ce que vous avez une pente devant chez vous? Parce que si vous avez une pente qui descend à votre garage,
il y a plus de risques l'hiver avec la neige. On essaie de regarder aussi l'enneigement. Est-ce qu'on est capable de voir l'enneigement sur un toit de maison? Parce que ça, vous savez que ça coûte très cher aux compagnies d'assurance, l'enneigement, quand il y a des dégâts. C'est toutes des choses qu'on essaie d'estimer par des images. Un autre exemple par rapport aux fermes, cette fois, plus des maisons, c'est des modèles de propagation de feu. Dans les bâtiments de ferme, en fait, donc là, ici, vous avez un exemple d'image d'une ferme où il y a plusieurs bâtiments. En fait, il y a comme la maison, il y a la grange, bon, il y a plusieurs, des silos, il y a plusieurs bâtiments. Quand il y a un feu qui prend, souvent dans une ferme, ça se propage dans plusieurs des bâtiments. Et en fait, ça dépend de plein de caractéristiques, bien sûr. Ça dépend de la distance entre les bâtiments, ça dépend du type de bâtiment, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, comme je vous l'ai dit, quand on tarifie, donc quand, mettons, imaginez, il y a une ferme qui vous appelle et qui vous dit ah, ben, je voudrais que vous m'assuriez, il faut estimer le coût de la police d'assurance. Et donc, il faut estimer le risque. Et nous, on a aidé en fait nos partenaires là en ferme à estimer le coût, le coût par rapport à la propagation de feu. Et qu'on a fait tout un modèle là, grâce à l'imagerie, on a fait tout un modèle de propagation de feu dans des bâtiments de ferme. Puisque ça nous permet de faire aujourd'hui, c'est vraiment de prédire. Donc vraiment, on a une nouvelle ferme qui nous appelle, seulement avec l'adresse, bien sûr, la localisation. Avec l'image, on est capable, bon, selon les caractéristiques qu'on a trouvées, donc comme je vous l'ai dit, il y avait la distance entre les bâtiments, puis bon, plein d'autres facteurs. Grâce à ces facteurs-là, on est capable de prédire maintenant c'est quoi le risque de propagation de feu dans cette ferme-là, et donc de mieux estimer le coût de la police d'assurance. Un autre exemple qui est plus du NLP, donc ça, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent c'est quoi l'analyse de texte. J'essaie de vous prendre vraiment des exemples différents. Un exemple, c'est ce qu'on appelle le IBC Code Selector. Alors, le IBC, ça, c'est un code, en fait, qu'on utilise. C'est quelque chose d'international, je vous dirais. C'est qu'en fait, ça classifie un type d'entreprise. C'est un code vraiment qui va vous dire c'est quoi le type d'activité d'entreprise. Un métro, par exemple, une épicerie métro, versus, je ne sais pas moi, une entreprise qui fait du yoga, clairement, ça ne va pas être codé de la même façon. Donc, en fait, le code, ça permet de classifier les entreprises entre elles, de les mettre dans des groupes. Donc, quand on assure du commercial, donc quand une entreprise nous appelle, encore une fois qu'on doit les assurer, on doit en fait écouter la description de l'entreprise et la mettre dans un code. Mais là, vous vous doutez, c'est que ça, c'est l'humain, c'est un agent qui faisait ça. Donc, par exemple, moi, l'entreprise m'appelle, elle me raconte, c'est quoi qu'elle fait, puis ceci, puis cela. Puis là, vous vous doutez qu'il y a toutes sortes de particularités. Hein. Chacun a sa petite particularité. Et donc, l'agent codé, en fait, il mettait un code. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir sur Internet. Vous avez toute une liste de codes. Fait qu'en fait, il codait. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'un agent à l'autre, il ne mettait pas le même code. Parce que selon ce que la personne disait, selon la manière dont elle disait, l'agent ne mettait pas le même code d'entreprise. Donc, dans mon équipe, là, il y a quelqu'un qui s'était intéressé à faire un modèle donc, de NLP pour vraiment classifier, puis être capable avec le texte. Donc, en fait, on rentre le texte de la description de l'entreprise. Puis là, on est capable maintenant d'avoir un code, donc de prédire mieux le code de l'entreprise que ce que l'agent faisait. Puis, on essaie d'aller un peu plus loin maintenant, d'avoir une version avec la voix, parce que les agents, depuis tantôt, je vous parle de téléphone, mais dans la réalité, surtout entreprise ou ferme, les agents se déplacent sur place. Fait qu'ils vont vraiment voir la ferme ou l'entreprise, puis font la police d'assurance directement avec les propriétaires. Donc, on est en train de développer une version avec la voix, donc de reconnaissance de voix qui transforme en texte, puis ensuite de ça qui applique le même algorithme pour déterminer c'est quoi le IBC code correspondant. Je regarde le temps. Alors, un autre qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle le Vehicle Rate Group. Donc ça, le problème, c'est que, en fait, quand vous assurez votre auto, ben, on met un risque par rapport à l'auto, bien évidemment. Il y a des voitures qui sont plus risquées que d'autres. Puis en fait, c'est les gouvernements qui nous fournissent, en fait, aux assurés, c'est quoi le niveau de risque de chaque modèle de voiture. C'est pas nous qu'on le décide vraiment. Je vous dirais même que c'est très réglementé. Surtout en Ontario, c'est extrêmement réglementé, l'assurance auto. Fait qu'on ne peut pas vraiment faire qu'est-ce qu'on veut en Ontario. Au Québec, il y a un peu de latitude, mais certaines provinces où il n'y a pas du tout de latitude. Par contre, le problème, c'est que les gouvernements, ils nous donnent des classifications de risques, mais pour les voitures très populaires. Pour des voitures, mettons un Dodge Caravan, je peux vous dire que c'est bien estimé. Par contre, des voitures moins populaires, on n'a pas vraiment la quantification du risque. Fait que ce qu'on a fait, justement, c'est de développer
un modèle qui était capable, basé sur ce qu'on recevait du gouvernement, mais basé aussi avec toutes nos données à nous. On a bâti un modèle qui était capable de mieux comprendre le risque réel des différentes voitures, peu importe la rareté ou non, je vais dire. Puis, on est allé utiliser plus de variables, plus de caractéristiques pour aller modéliser ce risque-là. Par exemple, des caractéristiques de sécurité du véhicule. Ça, c'est des choses que les gouvernements ne tiennent pas en compte, ou en tout cas pas en totalité. Donc, ça, c'est un des projets qu'on a fait. Donc, les deux petits derniers que je vais vous parler. Le premier, c'est un projet qui a commencé l'année dernière et qui continue cette année. C'est en fait, vous le savez, quand on fait de la science des données, de manière générale, vous avez vu ça dans vos cours, on a une grande partie de pré-traitement des données. Bien sûr, c'est probablement une des parties les plus importantes. Mais c'est surtout une des parties qui prend le plus de temps. Vous savez, quand vous faites de la science des données, vous passez probablement 80% de votre temps juste avec les données, à les préparer, à les nettoyer. En fait, cette partie-là, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on serait capable d'aller automatiser ou en tout cas rendre plus intelligent cette partie-là? Fait que ça, c'est un projet qu'on fait à plusieurs phases. Et ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment d'être capable d'avoir comme un assistant qui va aider au pré-traitement des données. Parce que le pré-traitement des données dépend beaucoup du type de données, bien sûr, mais aussi du type d'analyse qu'on va faire. Fait qu'avec toute l'historique qu'on a, parce que historiquement, on en a fait de l'analyse de données, de la science des données, on va être capable de créer une IA sur l'étape de pré-processing des données pour être capable d'être plus rapide et d'être plus efficace. Puis un des objectifs, c'est les coûts, bien sûr, parce que si les gens passent moins de temps à faire du pré-processing des données, ils vont pouvoir faire d'autres choses, probablement qui rapportent un peu plus. Et un des derniers, qui est un peu plus récent, c'est un petit peu dans la même veine que ce que je vous ai montré juste avant. C'est ce qu'on a, la capacité, on appelle ça modèle auto-retrain. Ça, c'est que, donc, je vous l'ai dit, pour faire la tarification. Donc, la tarification, vous vous souvenez, c'est quand vous appelez, puis on vous donne un prix pour votre police d'assurance. Ça, c'est des modèles, en fait, en arrière. On appelle ça des GLM, là. C'est des modèles linéaires généralisés. Ces modèles-là, en fait, à chaque année, ils les réestiment. Fait qu'à chaque fois, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs ressources qui sont mises en place en fin d'année pour aller reprendre le modèle, aller chercher les nouvelles données, aller réestimer les paramètres, faire la sélection de variables, bref, toutes les étapes d'un modèle pour ensuite avoir un nouveau modèle de prédiction de prix de police d'assurance. Et donc, ces modèles sont réentraînés périodiquement de façon manuelle. Et donc, ce qu'on voudrait ici, c'est vraiment en fait rendre ça automatique. C'est que les modèles soient capables de s'auto-réentraîner par eux-mêmes sans qu'on ait besoin. Mais peut-être on va avoir besoin encore d'interactions manuelles, mais le moins possible. Fait que tout ça est dans la veine, bien sûr, de développer une structure de MLOps. Ça, c'est bien évidemment un concept qui est de plus en plus populaire. Puis, en tout cas, nous, dans l'assurance, on commence à embarquer là-dedans. Donc, ça, c'est un des projets qu'on a, qui est assez similaire. Vous doutez que si on arrive à automatiser le pré-processing, puis aussi la partie entraînement, il ne va plus rester grand-chose à faire. Hein. Fait que ces deux projets-là sont quand même importants en ce moment. Et le dernier que je vais vous parler, c'est aussi par rapport au texte, c'est l'analyse des réclamations. Donc, quand vous faites une réclamation, quand vous appelez, que vous avez eu un accident d'auto, vous appelez, puis c'est enregistré, bien évidemment, l'appel. Puis, en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est aller analyser le texte qui ressort de ça, analyser la voix, la transformer en texte, et utiliser ces données-là, en fait, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, bien sûr, c'est pour essayer d'améliorer la satisfaction des clients quand ils appellent. On veut voir selon comment ça a été, essayer d'apprendre de ça pour que l'expérience soit la mieux possible. Mais une autre des applications, puis pas des moindres, c'est sur la fraude. Parce qu'on pense qu'on serait capable de détecter, en fait, ou au moins d'amener à détecter d'une meilleure façon la fraude par justement la voix. Est-ce que peut-être selon que la façon dont la personne parle, est-ce que ça fait du sens, pas du sens, comment l'accident a eu lieu, et qu'essayer de détecter plus efficacement la fraude. Fait que voilà pour les exemples concrets. Est-ce que, je regarde si vous m'entendez toujours, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va jusqu'à-là? On peut pas avoir des questions. Désolé, Justine, je te mets un spot à chaque fois quand je reviens. Ça, c'est dur. Bon, là, je vous ai montré plein d'exemples le fun qu'on fait.
Mais dans le fond, comment on fait pour réaliser tout ça? Parce que là, c'est bien beau, mais tout ça, c'est des gros projets. Dans l'équipe de recherche, on n'est pas beaucoup. Comme employé temps plein, on n'est vraiment pas beaucoup. Fait que, dans le fond, je vais vous expliquer ici comment on fait pour faire ça. Mais comment on fait pour faire ça? C'est justement avec vous. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est qu'on a des partenaires académiques. Ça, je vais prendre quelques instants pour en parler. Ça, c'est probablement une des choses qui fait que je suis content de travailler dans cette équipe-là, c'est qu'on met beaucoup d'énergie, en fait, dans les partenariats académiques, donc universitaires. Parce que, je veux dire, les universités, les étudiants, vous pouvez nous aider à réaliser des projets, mais aussi on redonne à la communauté de cette façon-là. On forme des étudiants. Parce que, je veux dire, quand vous travaillez dans une entreprise rapidement, surtout pendant vos études, vous faites un stage ou vous avez un emploi étudiant, ça vous forme pour l'avenir. Vous êtes en train d'acquérir le vocabulaire d'une entreprise. Vous voyez comment ça fonctionne. Quand vous allez être rendu sur le marché du travail, vous allez avoir un avantage compétitif ensuite de ça. Fait qu'on redonne vraiment à la communauté en formant les étudiants. En termes de partenariat, on en a vraiment beaucoup. Je pense qu'ils ne sont même pas tous listés ici. Donc, ça fait vraiment partie de notre ADN d'avoir des partenaires académiques. On a à l'Université Laval, à l'Université du Queen's, on en a en Ontario, à McMaster, comme je vous disais. On en a à Waterloo, avec l'INRS. Bien sûr, à Montréal, on a une chaire avec l'UQAM à Montréal, donc une chaire qui se termine d'ailleurs l'année prochaine. Une chaire qui a duré pendant 5 ans sur la modélisation du risque. Donc, on a vraiment beaucoup de partenaires académiques universitaires et on est toujours en fait en train de regarder pour en développer des nouveaux. Pourquoi on va en développer des nouveaux? C'est que chacun a sa particularité. Par exemple, à l'UQAM, c'est vraiment sur la recherche actuarielle. Donc, c'est des professeurs en actuariat, c'est des étudiants en actuariat. Par contre, on n'avait pas à cette date-là, il y a 2 ans, on n'avait aucun partenariat avec des programmes plus informatiques. Et c'est pour ça, justement, qu'on est allé à Chicoutimi. Donc, c'est ça que je veux prendre quelques slides pour vous expliquer. Fait que je sais que vous savez c'est quoi Chicoutimi et l'UQAC, mais je veux vous montrer un petit peu comment on l'a vendu à l'interne de s'expatrier, de s'implanter là-bas. Parce que je veux dire, pour une compagnie d'assurance qui est dans des grandes villes habituelles, que ce soit au Québec ou en Ontario, ce n'était pas évident au départ qu'on allait s'implémenter à Chicoutimi. Hein. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer pourquoi. Bon, première chose, la ville, c'est plate, mais clairement, la ville a un impact. C'est seulement à 2 heures au nord de la ville de Québec. On a un bureau à la ville de Québec. C'est pas comme si on allait s'installer à Gaspé, par exemple. On serait quand même beaucoup plus loin de notre bureau. C'est une ville, bien évidemment, à taille humaine. Aussi, c'est un avantage de s'implémenter là-bas. C'est en termes de subventions. Parce qu'on peut avoir des subventions, en fait, pour stimuler le développement dans la région. Fait qu'on peut avoir des crédits d'impôt et tout ça, fait que les entreprises, bien évidemment, recherchent ça. Puis, il y a eu quelques initiatives dans le passé d'incubateurs locaux là-bas, d'innovation. Et qu'on a vu qu'il y a des choses qui avaient marché, notamment avec Desjardins qui s'est mis là-bas. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est là-bas. L'université, bien sûr, parce que si on fait un partenariat, c'est avec une université, même avant la ville. Les programmes de premier cycle, c'est beaucoup ce qu'on recherche, informatique, mathématiques et statistiques. Vous êtes quand même beaucoup d'étudiants, des professeurs avec quand même pas mal d'expertise autour de l'IA. C'est aussi de l'expertise différente de Montréal, par exemple. Bien évidemment, à Montréal, ça foisonne autour de l'intelligence artificielle, mais l'expertise là-bas est quand même différente de ce que vous avez à Chicoutimi. C'est qu'on avait un intérêt vraiment plus à s'installer là-bas. Aussi, c'est non négligeable. Je veux dire, je ne sais pas s'il y en a un autre qui s'est créé. Souvent, je dis cette phrase-là, mais je ne sais même pas s'il y en a un autre qui s'est créé, mais vous êtes quand même, je pense, le premier bac en sciences de données et d'intelligence d'affaires de toute la province. Ça, c'est quand même pas rien. On est encore le seul. Bon, parfait, je suis content de l'entendre. C'est que ça, c'est vraiment, vraiment pas rien. Que vous avez une chance, pour ceux qui sont inscrits dans ce programme-là, vous avez cette chance-là. Les entreprises vont se l'arracher parce que ça n'existait pas, ces programmes-là. Le marché de l'emploi, bien évidemment, je vous mets quelques exemples ici, CGI. Quelqu'un qu'on suit beaucoup de loin, c'est bien évidemment Ubisoft. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu récemment, j'ai vu dans les nouvelles qu'Ubisoft s'est installé aussi à Sherbrooke. Fait que c'est ça, ils suivent un peu, on suit un peu qu'est-ce qu'ils font. Fait que je me souviens au début des collaborations qu'on avait avec Bruno du département, il nous parlait beaucoup d'Ubisoft, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et qu'eux autres ont vraiment compris, je pensais, qu'est-ce qui était
comment s'implanter en région, comment aller chercher les étudiants, comment amener une superbe qualité de vie aux employés. Ils ont vraiment compris comment ça fonctionnait. Fait qu'on essaie vraiment de suivre leurs traces. Alors, à quoi ça ressemble notre implantation à Chicoutimi? Ça a commencé au tout début. Moi, j'ai été chargé de cours, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Ça m'a permis vraiment, bon, premièrement, de connaître un peu les étudiants, de connaître le programme aussi en sciences de données. Et que ça, c'était important de le connaître de l'intérieur. Depuis, on a embauché 15 étudiants, en fait même plus, parce qu'il y en a qui sont partis. En ce moment-là, au mois de mai, début mai, où c'est l'arrivée des étudiants d'été, on va avoir 15 étudiants embauchés. Moi, je suis très, très fier de ça. Il y a 2 ans, il y en avait 0. On a commencé exactement au mois de février l'année dernière. En février 2021, ça a été nos 2 premiers employés qui ont commencé à travailler, 2 personnes à la maîtrise en informatique. Aujourd'hui, on est rendu à 15. Fait que moi, je suis très, très fier de ça. On loue des bureaux. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et justement, on va avoir un espace dédié à l'innovation à travers l'espace innovation. Donc, le bureau. On loue des bureaux en fait sur la rue Racine à Chicoutimi. Donc, c'est un espace de coworking qui s'appelle Le Bureau. On a commencé avec eux vraiment de manière… souvent, mon boss, il dit il faut danser avant de se marier. C'est exactement ce qu'on a fait avec eux. On a commencé par louer des petits bureaux fermés sans s'engager trop parce qu'on ne savait pas trop si ça allait marcher à Chicoutimi, si on allait vraiment réussir à avoir du monde. Puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a marché. Et qu'on est passé l'année dernière de 2 bureaux fermés à aujourd'hui. En fait, ils ont fait des aménagements. Ils ont vraiment tout amélioré, tout le bout d'un étage. Et ça, c'est toute la zone cooperators de l'étage. Ici que vous voyez, on a 6 bureaux, donc en préparation de 12, pour en avoir 12 au total. Et une superbe belle vue ici sur le fleuve et sur la ville. C'est un espace de coworking, fait que c'est sûr que c'est le fun, bien évidemment. Ça inclut plein de choses. Déjà, la vie un peu de bureau partagé. Il y a l'accès à la cuisine, il y a plein de choses que ça amène. Il y a des gens autour de l'appel ici qui travaillent, fait que si jamais vous avez des questions à la fin, je suis sûr que ça leur fera plaisir de vous y répondre. Le gros avantage, c'est que nous, on loue des bureaux, fait que ça ne nous appartient pas. Fait que c'est vraiment différent des bureaux même de cooperators. Il y a une plus grande latitude dans ces bureaux-là que ce qu'on a dans des bureaux standards, je veux dire. Puis notre plan, en fait, c'est de continuer à s'agrandir, bien sûr, dans ces bureaux-là. On regarde même probablement pour un étage au complet, pour louer carrément tout un étage, parce que notre expansion est grande là-bas. Alors maintenant, donc le clou du spectacle, c'est l'espace innovation. Alors, je vais vous parler de c'est quoi l'espace innovation, d'où ça vient justement. Avant de vous dire un peu c'est quoi les axes, pourquoi on a voulu faire ça, c'est que comme je vous disais, dans un esprit de danser avant de se marier, en fait, on a commencé la collaboration avec le département donc il y a environ 2 ans, avec Bruno Bouchard à l'époque, mais vous allez voir, il y a d'autres professeurs qui se sont ajoutés à ça. Puis on a commencé tout simplement par des stages mi-tax. Au début, l'année dernière, on a pris 2 stagiaires mi-tax. On a beaucoup aimé, bien sûr, la collaboration avec l'université. Ensuite de ça, moi, je vous l'ai dit, en étant chargé de cours, j'ai pu embaucher des étudiants. Donc, il y a plusieurs étudiants de mes cours qui travaillent maintenant dans mon équipe ou dans d'autres équipes. Puis, on a vraiment, comme ça, fait grandir la coopération entre nous. Puis, on s'est rendu compte qu'on travaillait bien ensemble, puis qu'on aimait ça travailler ensemble, l'UQAC et Coop. Puis, c'est là où on a décidé, en fait, fin d'année 2021, donc l'année dernière, en fin d'année, de vraiment aller un peu plus loin dans notre collaboration, puis de s'investir davantage et surtout sur un horizon de temps un peu plus long. Parce que les stages mi-tax, c'est le fun, mais c'est court. Puis il n'y a pas beaucoup d'engagement. Donc, en fait, on s'est entendu l'année dernière, on a signé une entente donc de 3 ans entre l'UQAC et Cooperators. Donc, l'entente s'appelle Espace d'innovation Cooperators en sciences des données et en intelligence d'affaires. Donc, ça, c'est le nom complet. Les objectifs, je vais vous le dire, il y en a 3 objectifs. Le premier, c'est la création d'un espace physique prenant la forme comme d'un laboratoire, servant pour la formation et la collaboration en recherche entre cooperators, les chercheurs du département et les étudiants. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est un engagement de financement sur 3 ans pour des projets de recherche et d'innovation sur des problématiques communes à cooperators et aux chercheurs du département. Et que ça, c'est pas rien. C'est donc pendant 3 ans un financement, cooperators paye un financement au département. Et que pour cet espace d'innovation-là, ça, vous allez voir, ça amène en fait bien sûr à des bourses. Et
moi, ce que j'aime, c'est que c'est des problématiques communes en fait aux deux. Ce n'est pas juste des problématiques de coop, c'est vraiment commun. On veut s'assurer que ce qu'on travaille, ça ait des bénéfices pour tout le monde, autant du département que de Cooperators. Et le dernier, puis pas des moindres, on veut mettre en place vraiment un axe collaboratif entre Cooperators et l'UQAC à travers l'organisation d'événements de fidélisation ou de recrutement. Fait vraiment essayer ensemble d'amener à faire connaître un peu l'espace innovation, comme on fait aujourd'hui, par exemple, avec une présentation. Voilà les trois objectifs de l'espace innovation. Alors, c'est quoi en détail un peu plus? Donc, le laboratoire, en fait, qu'il va y avoir à l'université, il va y avoir 8 postes de travail. Donc, ça, c'est vraiment ça qui est dans l'entente. Donc, 8 postes de travail, donc tout compris avec les ordinateurs. Donc, tout va être commandé, les écrans, puis tout ça. Donc, un vrai espace physique. Ça, c'est en cours d'implémentation. Donc, on est en train vraiment d'implémenter. L'université travaille très fort à trouver un local, à aménager, la commande du matériel, à tout installer. Donc, ça va arriver plus tard en 2022. Je n'ai pas de date exacte. J'aimerais ça le plus tôt possible, mais on attend après l'université qui fait du très bon travail. Mais ça va arriver plus tard cette année. Sinon, en attendant, en fait, vous allez voir, je vais vous en parler, mais il y a déjà des personnes qui ont commencé à travailler dans l'espace innovation. Ben, en attendant que l'espace soit prêt, ils travaillent au bureau, justement, sur la racine. Comme on a un engagement financier, ben, en fait, on offre, en fait, l'université, puisque ce n'est pas nous, Cooperative, mais c'est l'université qui offre, en fait, des bourses pour participer à un stage dans ce laboratoire. Il y a plusieurs, donc ça peut être soit étudiant au bac, vous pouvez faire votre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le cours de stage projet ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire aussi votre maîtrise, votre mémoire de maîtrise, votre stage de maîtrise ou au doctorat. Fait que vraiment, selon n'importe où vous êtes, si vous avez envie de venir dans cet espace innovation-là, il peut y avoir des bourses, bien sûr, pour vous, si vous avez un intérêt. Le comité d'implémentation, donc, qui c'est qui travaille dans toute cette mise en place? Il y a bien évidemment Bruno, notre premier collaborateur là-dedans. Julien, avec qui on travaille beaucoup, donc c'est lui qui supervise les étudiants aujourd'hui dans l'espace innovation. Bob aussi, on travaille avec lui dans le comité. On a 2 employés de Cooperators, donc moi et un autre de mes collègues. Puis, on a un représentant du vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation. Donc, lui fait vraiment le lien justement avec l'université. Par exemple, tout l'aspect, comme je vous disais, mise en place de nouveaux locaux, l'installation, puis tout ça. Alors, aujourd'hui et demain, à quoi ça va ressembler? Aujourd'hui, on a 3 étudiants qui ont commencé dans l'espace innovation, donc depuis le mois de janvier. Donc, on a 2 étudiants au baccalauréat en informatique et un étudiant à la maîtrise. Donc, on a 3 étudiants. Les 3 travaillent sur le projet que je vous ai parlé de pré-processing automatique des données. Donc, ils travaillent sur ce projet-là. On est bien évidemment, on regarde dès qu'il y a des opportunités, on peut en prendre plus d'étudiants. Je vous l'ai dit, on peut même aller jusqu'à 8 dans l'espace d'innovation qui vont rouler en continu, dans le fond, sur 3 ans. Le laboratoire physique est à venir, bien sûr, l'espace. J'ai vraiment très, très hâte que l'espace puisse être là, puis qu'on puisse l'inaugurer, bien évidemment. Et on est en train de préparer plusieurs événements. Donc, le premier, j'y suis maintenant. C'était vraiment d'aller présenter au département, c'était quoi l'espace innovation. Ensuite de ça, on regarde peut-être pour aller faire la tournée des cégeps aussi, pour parler dans la région, des 3 cégeps de la région, pour aller parler de c'est quoi l'espace innovation, puis peut-être même inciter les gens à venir s'inscrire dans les programmes. On regarde peut-être avec Julien en ce moment pour faire une compétition aussi d'étudiants autour de la science des données. Pas cette session-là parce que c'est peut-être trop tard, mais on regarde pour faire ça plus tard dans l'année, une compétition en sciences des données. Comme vous avez par exemple des compétitions, je pense, un jeu vidéo, il y en a beaucoup par chez vous là-bas. Et un gros événement qu'on prépare, c'est l'annonce vraiment officielle. Donc, on regarde pour préparer un communiqué, en fait, un événement de presse à l'université, idéalement avec le nouveau local, où on viendrait vraiment avec les médias, donc montrer la collaboration qu'on a avec l'université, comment on s'inscrit là-bas dans la région. Donc, on est en train de préparer ça cette année. Si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous avez vu un petit peu c'est quoi Coop maintenant, vous avez vu c'est quoi les types de problématiques, vous avez vu comment on travaille dans l'équipe de recherche, c'est quoi le partenariat avec l'UQAC via l'espace innovation. Si vous êtes intéressé, je vous dirais d'aller rencontrer en fait un des membres du comité. C'est sûr que vous êtes à l'université, fait qu'idéalement, un des 3 professeurs, vous pourriez aller leur parler, voir un petit peu s'il y a des possibilités. Pour ceux qui sont dans les cours avec moi, vous pouvez venir m'en parler aussi via les charges de cours. Puis, on pourra répondre à vos questions
puis voir si jamais il y a un fit en fait commun pour que vous soyez dans l'espace innovation. Ça fait le tour de ma présentation, fait que je me suis bien sorti 50 minutes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Pour les questions, vous pouvez y aller directement en levant la main, en ouvrant votre micro ou en allant dans le chat. Souvent, quand il n'y a pas de questions, c'est parce que c'était super clair. On va donner une chance aux gens de formuler leurs questions au besoin. Oui. S'il y en a qui n'ont pas de questions, mais par contre qui auraient le goût, je sais qu'il y a des étudiants autour de l'appel qui travaillent à Coop où il n'y en a pas aucun de l'espace innovation, par exemple, mais si jamais vous avez envie d'entendre leur voix qui vous ressemble un peu plus, je pense que ça leur ferait plaisir de vous parler. C'est qui travaille chez Coop dans les gens qui sont là présentement aujourd'hui? Moi, actuellement, je travaille chez Computers, Mathieu également. Puis il y a Issouf également qui est présent dans la rencontre. Puis Issouf a l'air d'ailleurs dans les bureaux actuellement de Computers. Il y a Philippe qui s'en vient au mois de mai. Mais si jamais aussi, là, dans ce sens-là, là, certaines personnes qui sont dans la rencontre ont des questions puis plus ponctuelles que directement en ce moment où il faut sortir des questions rapidement, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit par Discord ou quoi que ce soit, là, on répond super rapidement. Mais je pense que la présentation était super claire, Aurélien. C'était bien. Merci Pascal. Puis d'ailleurs, merci à Pascal, il m'a aidé avec la présentation. Fait que merci Pascal pour l'aide avec la présentation. Ça fait plaisir. Là, je vais vous poser la question, pas la question qui tue, mais la question peut-être gênante à répondre. Aimez-vous ça? C'est le fun chez Coop? C'est super agréable parmi les compagnies d'assurance dans lesquelles j'ai été, c'est ma meilleure jusqu'à date. Ouais, effectivement, chez moi aussi, ça va. C'est le fun. Ça va. Ça, je vous rejoins aussi tous les deux, les gars. Pour vrai, Corporators, au début, j'étais un peu inquiet de voir ce que c'était parce qu'à l'époque, j'avais pas tant d'expérience que ça au niveau de l'intelligence d'affaires et au niveau du BI. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens là-bas nous prennent vraiment à cœur. Ils prennent le temps de nous expliquer les affaires, de nous donner des projets qui sont intéressants puis enrichissants. Et ce que j'apprends là-bas me sert énormément dans les cours que je suis actuellement à l'université. Merci Mathieu. D'ailleurs, notre philosophie par rapport à ça aux étudiants, c'est que c'est vraiment ma philosophie. On les prend le plus jeunes possible vraiment pour les accompagner. J'ai des exemples d'employés aujourd'hui permanents qu'on a pris à la fin du cégep. Ils n'avaient même pas commencé l'université. On les a pris pareil. Et en fait, on les a accompagnés durant toute leur bac. Pour ensuite, le but, c'est de les garder ensuite permanents à temps plein. Parce que vous savez à quel point c'est rude, c'est de la compétition dans le marché de l'emploi. Et pour nous, c'est une des façons comme ça de s'occuper des étudiants, même très jeunes, qui, comme tu disais, Mathieu, au début, ça peut être intimidant, on n'a peut-être pas toutes les connaissances, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est que vous appreniez justement avec nous. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Est-ce que tu avais une question? Oui, je tenais d'abord à vous remercier pour la présentation. Et c'est juste pour rebondir un peu sur la participation de Mathieu Robin, je pense. Donc, moi aussi, je vais faire dans un mois, je vais commencer à travailler chez Coop au niveau du département d'intelligence d'affaires. Donc, moi aussi, je fais actuellement une maîtrise de recherche en informatique que je compte déposer très bientôt. Donc, j'ai plus un profil développement d'applications et tout au début. Donc, j'ai quelques cours des notions aussi en intelligence d'affaires, mais c'était surtout ça, en fait, parce que c'est pas ça mon background initial. Donc, ça me posait un peu de soucis juste pour ça, en fait. Donc, mais ce que vous venez de dire tout à l'heure, ça m'a un peu rassuré qu'on aura de l'accompagnement et tout. Et c'est surtout ça parce que c'est
c'est hyper important parce que c'est comme réapprendre à nouveau beaucoup de choses. Donc, pour un début, c'est pas aussi évident que ça. Mais je pense que maintenant, avec le témoignage de Mathieu, je me sens un peu plus à l'aise. Peut-être aller aussi un petit peu plus loin par rapport à ce que j'ai dit. Il y a aussi des formations qui ont lieu à l'interne sur plein de sujets donnés par des employés de la compagnie. Durant l'été, il me semble que l'année dernière, à tous les mercredis, justement, et ça, durant l'après-midi, les janvier avaient la possibilité de suivre vraiment une formation donnée par un employé. Fait que vraiment, tout ce qui est aspect formation continue puis apprendre des nouvelles affaires, c'est quelque chose qui est vraiment valorisé chez Corporators. Super. Merci beaucoup. D'autres questions? Il y a des gens qui nous quittent, mais il ne semble pas y avoir d'autres questions. C'est sûr, les témoignages, c'est la meilleure preuve qu'on a. Hein. Les étudiants qui vivent une belle expérience, là, ça vaut de l'or. Une dernière question. J'ai encore un mois avant le début de mon stage comme outil ou bien technologie que j'aurais peut-être certainement pu commencer à apprendre, par exemple. Qu'est-ce que vous me conseillerez juste pendant ce temps-là? OK. Mais ce que je vais te conseiller, c'est de ne pas te stresser avec ça, de t'investir dans ta fin de session. Stresse-toi pas avec quelle technologie ou méthode tu as besoin d'apprendre d'avance. Tu vas être formé au début. Sois pas inquiet. Tes premières semaines, l'équipe dans laquelle tu vas être va tout te former sur ce que tu as besoin de savoir. Fait que stresse-toi pas, finis ta session, finis-la sereinement, puis tu vas pouvoir après commencer ton stage début mai. D'accord? Super. Je vous remercie. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres partages, mais du moins d'autres impressions que les gens voudraient nous partager? Ça semble avoir fait le tour. Ben, un grand merci, Aurélien. C'est super gentil, c'est très généreux d'avoir d'avoir fourni ces informations-là, autant de détails. Pour les gens qui n'ont pas pu participer, la présentation va être offerte en ligne. J'imagine que si jamais après coup, il y en a qui ont des questions, oups, je n'étais pas là, je voudrais contacter directement Aurélien. C'est possible. Oui, exact. Vous pouvez me contacter. J'ai une adresse de l'UQAC, fait que vous pouvez me contacter sans problème. Parfait. Un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.